Bonsoir Ludivine. Alors vous êtes le réalisateur du film que nous allons proposer ce soir. Pourquoi s'intéresser à la personnalité de Frédéric Jalton? Je pense qu'il était intéressant de s'intéresser à cette figure emblématique des socialistes de la Guadeloupe. C'est d'ailleurs l'un des membres fondateurs de la Fédération guadeloupéenne du PS. C'est un grand humaniste. Il a été le premier médecin originaire des Abîmes à revenir s'installer dans le bourg de sa commune. Et puis surtout, j'ai envie de dire que Frédéric Jalton, c'est un pur produit de la ruralité guadeloupéenne et qui a su emmener la ville des Abîmes vers la modernité. Et on va continuer à en parler, mais tout de suite place à Frédéric Jalton, le grand patriarche. C'est signé Jean-Philippe Pascal. Le sérieux, le sens des relations morales, le sens aussi de la famille. Les valeurs mais de l'autorité, du respect de l'autre, du respect de la parole donnée, du désintéressement. C'était un visionnaire et c'était quelqu'un de réfléchi, de pondéré et qui n'agissait pas sous le coup de l'émotion. C'est un socialiste pur et dur, dont le comportement était basé sur les grands principes du socialisme. Je crois qu'il apparaissait comme un grand nègre qui avait de la voix et qui faisait en sorte que sa voix soit entendue. C'était un homme du peuple, c'est vrai, qu'il disait parfois crûment ce qu'il pensait, et ça ne plaisait pas à tout le monde. C'est un monument, je dirais un baobab, c'est-à-dire une espèce d'homme debout, vraiment enraciné dans sa terre guadeloupéenne et plus particulièrement dans son terroir abimien. Je crois que Jalton, il était un homme exemplaire qui donnait des bons conseils et il était toujours présent avec son peuple. Une carrure imposante, une voix de stentor et des formules choc. Voilà ce qui caractérisait avant tout Frédéric Jalton, qui fut pendant près de 30 ans maire des Abîmes et député de la Guadeloupe. Frédéric Jalton prit naissance dans le quartier de Boisvée aux Abîmes le 21 février 1924. Un pur produit de la ruralité abimienne qui a toujours milité au Parti socialiste en étant dès 1956 un des membres fondateurs de la Fédération guadeloupéenne. Cette ruralité, il va constamment la revendiquer et en faire une pièce maîtresse de son action politique. Frédéric Jalton avait un sens profond de la famille et cultivait une grande humilité. C'est un père qui était brisant, mais sans être. C'était pas un père affectueux. C'est un peu une certaine génération, on a une distance avec les enfants, c'est pas. Mais il était brisant et quand il nous parlait, ça restait gravé dans notre esprit à vie. Il est arrivé qu'ils nous mettent assis, les enfants, et nous dire précisément qu'on devait compter sur aucun héritage. Pas de terre, pas d'argent, rien du tout. Par contre, pour nos études, ils nous payaient tout ce qu'on voulait faire. Il y avait deux hommes en lui. Le timide, le réservé, l'humble, le modeste, celui que nous connaissions avec lequel on était très à l'aise, et puis celui qui était un peu bourru, avec une grosse voix, il était très taillé, une voix de stentor, une grosse voix qui faisait un peu peur. On l'aimait, on le craignait et on le respectait. D'ailleurs, mon père m'a dit souvent qu'en politique, pour réussir, il fallait à la fois être craint, respecté et aimé. Son père et sa mère étaient agriculteurs. Donc il a une enfance modeste, pour ne pas dire malheureuse. Hein. C'est des malheureux, comme on disait à l'époque. Il allait au lycée Carnot à pied, sortait des abîmes, et que pour préserver ses chaussures, il les mettait dans son sac, il faisait la route pieds nus, et qu'il se lavait les pieds et mettait ses chaussures en arrivant au lycée Carnot. Et à partir de là, ça a été pour lui une volonté d'abord de s'en sortir
et quelque part de démontrer que le travail peut surmonter la pauvreté et de développer également des qualités et de générosité et puis une grande capacité de travail. Après avoir passé avec brio son baccalauréat en 1942, Frédéric Jalton entame des études de médecine à Montpellier. De retour au pays, il ouvre son cabinet en plein cœur du bourg des Abîmes. Un médecin de proximité qui entretenait des rapports personnels avec ses patients qu'il soignait souvent gratuitement. Dans la sphère familiale, on pressentait déjà l'homme politique. Figurez-vous que quand il soignait les gens, il les recevait, quand ils étaient malheureux, il ne les faisait pas payer, mais en plus, il leur donnait de l'argent pour acheter les médicaments. Donc c'était pas lui seul, il faisait le CCRS et le CNU. Quand il est retourné maintenant, Joséphine Boucard m'a dit alors ton frère est venu, il ne faut pas laisser partir, il faut qu'il reste. Peut-être qu'il va venir pour gouverner, pour être maire aux Abîmes. On ne peut pas laisser aller. Je faisais partie de cette génération d'hommes qui a suivi le mouvement socialiste d'après-guerre et qui a connu la vieille SFIO de l'époque, la Fédération internationale du Parti socialiste, vous voyez. Et donc, il était tout à fait en phase avec son époque et l'histoire de son parti. Élu conseiller général en 1964, il accédera au poste de maire de la ville des Abîmes en 1967, fauteuil qu'il occupera pendant 29 ans. À cette époque, il incarnait le renouveau, celui qui réunissait toutes les qualités pour accéder aux responsabilités publiques. Un abîmien authentique qui prenait en main une commune désorganisée où tout était à construire. En 1967, la commune venait de basculer de simple bourgade à la commune la plus peuplée de la Guadeloupe. Donc elle avait un stade où la dépréciation dont souffrait la ville des Abîmes commençait à s'en aller parce que commune des Abîmes, avec ses plus de 30 000 habitants, commençait à représenter quelque chose sur la démographie guadeloupéenne. Il a voulu faire rentrer la ville des Abîmes, je crois, dans la modernité. Il s'est trouvé sensiblement dans la même situation que le maire de Pointe-à-Pitre qui arrivait à peu près à la même époque, c'était Henri Bambou. Ils ont trouvé des communes qui n'étaient pas développées, où il manquait tout. Et Frédéric Jalton a tout fait pour les Abîmes. Il a construit les Abîmes. Les Abîmes étaient sur la pente descendante. Et là, on refait des Abîmes. Il a fait des Abîmes une commune. La première chose qui a été un succès, là, c'est la salle des fêtes, là où c'est placé. Les routes, le réseau routier, tout ça. Et même les écoles, tout ça. Il amène le service public dans les campagnes. Toute la partie de Pointe-à-Pitre, la partie insalubre des Abîmes, tout ce qui est Broissard, Vieux-Bourg, Abîmes, du côté de Luisy-Mathieu, tout ça, c'est l'œuvre de Frédéric Jalton. Frédéric Jalton aura permis à une commune comme celle des Abîmes de passer de 30 000 âmes à une ville de près de 70 000 habitants. Des quartiers entiers sont sortis de terre sous son mandat. Des équipements sportifs, culturels et sociaux ont vu le jour grâce à son action. C'est un quartier plein de vie, ouvert, n'est-ce pas, sur l'environnement immédiat de la ville de Pointe-à-Pitre, vers les Abîmes, où les gens se sentiront moins isolés, pas du tout enclavés. Il était très attaché à la campagne, à la terre, plus qu'au béton. Ok, mais il a fallu qu'il construise avec des Abîmes, donc construit au Grand Camp, construit au Bois-Ripaud, voilà, ce sont des quartiers entiers qu'il a créés aux Abîmes. Et aujourd'hui, on attaque la rénovation urbaine du réseau qu'il avait déjà prévu, aménager, ainsi que celle de Grand Camp. Il a senti le transfert de l'économie de la ville de Pointe-à-Pitre autour de la plaine du Rézé. Et c'est ainsi qu'il a décidé un nouvel espace pour les Abîmes.
qui était déjà capitale en population, mais qui est devenue la capitale économique réelle de la Guadeloupe. Les Abîmes étaient une petite bourgade, c'était le bourg des Abîmes, par rapport à Pointe-à-Pitre, qui était la ville phare, et qui était la ville la plus importante de la Guadeloupe, même si elle était la plus petite. Eh bien, Abîmes n'était rien du tout. Et Jalton, de ce côté-là, c'est celui qui a fait monter les Abîmes, qui a fait des Abîmes, le père, hein, et Jalton, ce que les Abîmes sont devenus. Comme pour bon nombre d'élus, le milieu associatif va favoriser son ascension politique. Tout en renforçant le lien avec la vie culturelle de la commune, ce passionné de sport va très vite irriguer le monde du football, du cyclisme et de l'athlétisme. Il va proposer ses services au-delà du périmètre abîmien. À son retour de Montpellier, il a fait des études de médecine. Il a frayé avec l'élite guadeloupéenne qui était hors des Abîmes, qui était à Pointe-à-Pitre. Ça a été le premier intellectuel abîmien. Ça lui a beaucoup servi dans ses campagnes électorales. Donc, il était en contact avec des confrères, des amis, et tout naturellement, le club de la Red Star qui est antérieur au Siboko, il est montré comme ça à la Red Star, et il s'est retrouvé président de la Red Star. À cette époque, j'en étais le capitaine, donc il y avait des liens d'amitié sportive qui étaient quand même très importants. Donc je connaissais bien l'homme, je connaissais le docteur Jalton aussi, qui soignait à l'époque tous les Red Stariens. Le sursaut identitaire est surtout venu du fait que Abîmes avait une population importante, mais les jeunes étaient phagocytés par les autres communes. Par exemple, il n'y avait pas de club cycliste, et donc tous les cyclistes allaient courir dans les autres clubs de Pointe-à-Pitre ou de Montréal. Il n'y a pas de club de football, donc tous les jeunes footballeurs des Abîmes. Et il a été dessus, après Fleury, c'est d'abord Fleury qui a été le levain du succès identitaire. Mais après Fleury, c'est lui qui a fait comprendre à tout le monde que toute la jeunesse abîmienne qui s'éparpillait partout devait revenir sur le territoire pour défendre Abîmes sur le plan sportif. Et à son arrivée aux Abîmes, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait deux clubs. Il y avait le Sirocco et il y avait la JCA, et qui avait peu de moyens. Et quand il arrive là, donner les moyens à ces clubs-là pour qu'ils puissent évoluer. Et il y a eu des grands champions au niveau football aux Abîmes, au niveau de l'athlétisme et aussi au niveau cycliste. Alors que les lois de décentralisation se mettent en place dans les années 80, le député maire des Abîmes va se prononcer très clairement sur la question de l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe. Pour lui, la coexistence de deux assemblées majeures sur un même territoire est un non-sens. Pour Frédéric Jalton, le statu quo n'est plus une option. Je dis bien, personne n'a jamais, au cours de nos assises, réclamé l'indépendance de la Guadeloupe. Mais personne, je dis bien personne, n'a non plus exigé le maintien du statu quo. J'ai toujours été partisan d'une assemblée unique. J'ai jamais été partisan de la superposition des deux assemblées. Je crois que c'est à peu près ce qu'il m'avait dit en 86. Il m'avait dit je ne suis pas d'accord pour le moment que la Guadeloupe soit un État associé. Il était partisan d'une assemblée unique et qu'il militait pour cette assemblée unique. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, Frédéric Jalton assoit de plus en plus sa légitimité sur l'échiquier politique, tant au plan local que national. À deux reprises, il se voit proposer par François Mitterrand un poste de ministre, notamment en 1988, dans le gouvernement de Michel Rocard. Après le premier remaniement, il a été approché un peu timidement, et puis après, en 1988, je crois que c'est après 88, on lui a fait une proposition qu'il a refusée. Il a dit non, qu'il avait du travail à faire, qu'il avait du travail aux Abîmes, mais je crois que c'était surtout parce qu'il était aussi fatigué et parce qu'il était déjà malade à cette époque-là. Donc physiquement, il n'aurait pas pu tenir le rythme qu'imposait en tout cas le poste de ministre de la République. Mitterrand voulait absolument qu'un Domien soit ministre.
qu'il y avait eu avant M. Chevry, qui avait un Doumier soit ministre. Et donc il a appelé Jalton en lui disant je vous mets ministre délégué aux collectivités territoriales, donc communes, etc., tout ça. Et Jalton a été un peu gêné. Finalement, il m'a appelé tout de suite, on a discuté, je lui ai dit d'accepter, d'autant plus que, puisque la droite était majoritaire à cette époque, on était sûr que dans le mois qui allait suivre, il allait y avoir une dissolution de la Chambre pour permettre à une nouvelle majorité de venir. Il a hésité, il devait commencer déjà à être un petit peu souffrant, ce qu'il ne m'a pas dit à cette époque. En tous les cas, Mitterrand lui avait dit, si vous ne voulez pas, trouvez-moi quelqu'un. Je donne 2 heures, parce que j'ai besoin que pour le journal de 20 heures à Paris, que je puisse présenter le gouvernement. Il a réfléchi, et puis en fin de matinée, il a répondu à Mitterrand que ça n'était pas nécessaire, qu'il refusait, ça n'était pas nécessaire de trouver quelqu'un en Guadeloupe. Homme charismatique et d'influence, Frédéric Jalton va peser de tout son poids sur la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste qu'il va diriger pendant plusieurs années. Il avait une posture de rassembleur, avec parfois une idée bien singulière de la démocratie. Il savait tenir à distance ceux qui tentaient de sortir des rangs. C'est un vrai patron, mais il savait qu'en étant aux Abîmes, il pouvait contrôler ce qui se passait en Guadeloupe, parce que c'était quand même l'homme fort de la fédération du Parti socialiste. Il avait pratiquement fait naître tous les hommes politiques de gauche ici en Guadeloupe, donc il contrôlait le pays. Il avait la section la plus importante. Donc quand il y avait un vote au sein du Parti socialiste, il fallait compter sur le vote des Abîmes. Ça a été cet élément-là. Il avait aussi une espèce de charisme vis-à-vis des autres responsables, que ce soit Dominique Larifla, qui a été son suppléant aux élections législatives de 1978, Otto qui l'a façonné, Nabajot qui l'a façonné. Donc, il avait cette posture de rassembleur, un peu de doyen, si bien que quand il parlait, on l'écoutait beaucoup, et c'est souvent sa ligne qui était privilégiée. La section des Abîmes, numériquement, a fait en sorte que Jalton soit le père, maître, seigneur sur l'ensemble de la fédération guadeloupéenne du Parti socialiste. Donc, très souvent, le premier secrétaire était d'une autre commune que les Abîmes, mais la démocratie existant, c'est le point de la section des Abîmes qui faisait la chose. Et alors, nous avons dit que Jalton il se comportait comme un père de famille. Ceux qui suivaient les ordres étaient récompensés, ceux qui étaient un petit peu rebelles étaient rappelés à l'ordre. Voilà. Mars 1992, les élections régionales divisent la gauche, et particulièrement les socialistes. Contre toute attente, Lucette Michaud-Chevry, la candidate de droite, est élue à la présidence. Elle a bénéficié des voix des 7 élus de la liste conduite par le dissident Dominique Larifla. En toile de fond se jouait déjà la succession politique de Frédéric Jalton. Il était traversé par l'innommable, la maladie innommable depuis les années 84, et il luttait contre. Donc ce sont les autres qui commençaient à prendre le pas sur lui. Et tout le monde pensait déjà à la succession de Frédéric Jalton. Et comme il y avait une opposition déjà entre Larifla et Proto, qui ensemble étaient du même parti, qui ensemble étaient sous la même liste régionale, le fossé s'est creusé entre eux, si bien que Larifla a décidé qu'il faisait sa liste au régional. Et donc, je me souviens avoir dit à Jalton, si tu veux empêcher ça, mets-toi comme tête de liste, même si tu n'es pas président sortant, mets-toi comme tête de liste, comme ça permettra à tout le monde de se rassembler. Tu diras à Larifla, viens avec moi pour que nous fassions une seule liste socialiste. Larifla n'a pas marché parce qu'il savait déjà que se jouait la succession de Frédéric Jalton à tous les niveaux. Il a bien dit qu'il vient au régional,
mais qui ne va pas briguer la présidence. On a rencontré l'AFA pour lui dire, eh bien, ni Jalton, ni Proto ne briguent pas la présidence de la région. Et nous a dit, on va attendre le deuxième tour. Personne n'a accepté ce coup du Jarnac. Vous savez que l'alliance qu'a fait Dominique Larifla le 27 mars avec la droite, objectif Guadeloupe, pour aider un représentant national du EOPR à devenir président de la région, a ouvert une véritable plaie à la gauche. J'avoue qu'en tant qu'homme de gauche, cela m'a quelque peu écœuré. Je pense qu'il a tourné le dos à ces valeurs que jusqu'à maintenant, il n'a jamais élevé la voix une seule fois pour dénoncer cette alliance. Et on en a voulu, et d'ailleurs, on a toujours considéré que j'avais fait du mal à Félix Proto, mais je me rappelais que c'était Frédéric Jalton qui était tête de liste en 1992. J'avais d'ailleurs déclaré que j'étais prêt à assumer toutes mes responsabilités, alors même que je savais que la voie que j'utilisais était une voie difficile, quoi. Et aujourd'hui, je n'ai pas de regret. Il était déçu pour la gauche, qui avait à cette occasion été trahi, c'est le mot qu'on utilisait, la trahison de la gauche. Et donc c'est cette trahison qu'il n'a pas acceptée au niveau politique, et pas personnellement. Je vous assure que ça m'a fait très très mal, ça fait très mal aux autres. Et pourtant, il a su nous dire que bon, on en a vu pire, mais que c'est bien sûr c'est inacceptable, mais il faut repartir au combat. Frédéric Jalton va alors livrer son dernier combat politique au municipal de 1995 aux Abîmes. La campagne s'annonce difficile, mais il reste confiant et veut surtout préparer sa succession. Il y a des ambitions politiques à proprement parler. Je veux dire, je ne demande rien pour moi-même. Je sens qu'il faut mettre un peu d'ordre avant de partir. Juin 1995, l'heure de la décision a sonné pour René Serge Lavajotte. Au sein de son mouvement abîmien, il va alors briguer le fauteuil de premier magistrat de la ville des Abîmes face à Frédéric Jalton. Entre les deux hommes, les ponts sont définitivement rompus. Pour René Serge Lavajotte, le moment de l'alternance est venu. Il y a une trentaine d'années, j'avais répondu à l'appel d'un jeune abîmien de 43 ans pour le porter au pouvoir face à un maire fatigué. Aujourd'hui, 30 ans après, nous sommes dans la même situation. Un maire qui est visiblement fatigué et qui n'a pas compris que l'alternance doit se faire de façon démocratique. On perd ces élections le soir de cet accident, le soir où il se rend dans un meeting. Il se rend dans un meeting et c'est un passage difficile. Il perd quelque chose et il se casse la jambe. Il se casse la jambe, il se fracture le fémur. Et je crois que ce soir-là, on avait perdu les élections parce que les adversaires, dès le lendemain, ont fait une campagne pour dire tout simplement qu'ils aimaient beaucoup Frédéric Jalton, mais qu'il faut l'envoyer ce soir, il faut l'envoyer chez lui, il faut qu'il aille se reposer. Tout le monde voyait déjà Frédéric Jalton fatigué, affaibli, et peut-être même faisait des projections sur ce qui lui restait à vivre. Et donc ça a beaucoup joué dans la campagne électorale et les autres en ont profité. Hein. Vous ne pouvez même pas finir la campagne. Je pense qu'il ne devait pas être candidat. Mais il a été poussé par d'autres qui pensaient que voter Jalton, c'est gagner. Bon, je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il ne devait pas. Mais il n'y avait personne d'autre qui pouvait, face à
à Navaja, il n'y avait personne d'autre qui pouvait résister aussi valablement et aussi intensément. Donc c'est pourquoi je ne lui en veux pas, au contraire. Il aimait vraiment notre vie, il aimait vraiment, il nous estimait sérieusement. Et il estimait qu'il faut transmettre le bâton et au prix de sa vie, mais il le fait quand même. Parce qu'il savait qu'il n'a pas traversé cette campagne. Battu par celui qui a longtemps été considéré comme son dauphin controversé, Frédéric Jalton décédera en novembre de la même année. Ce grand humaniste aura réussi à faire entrer la ville des Abîmes dans la modernité tout en préservant sa ruralité. Une carrière politique ininterrompue entre 1964 et 1995, marquée par un travail de terrain en profondeur. Toute la classe politique lui a rendu hommage, jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale. Nul ne pouvait imaginer que la maladie viendrait à bout de cet homme, tant il semblait indestructible. De fait, ce qui impressionnait d'abord en Frédéric Jalton, c'était une stature imposante, que servait une voix puissante, c'était une force et une énergie qui paraissaient inébranlables à l'image des convictions qu'elle portait. Pendant ces 30 années d'action politique, Mona Jalton, son épouse, a toujours été une fidèle conseillère de l'ombre. Comme lui, elle aimait la politique, elle connaissait la politique abimienne, mais elle s'est contentée de servir le destin politique de son mari. Un homme qui n'avait qu'une seule ambition, le développement de sa commune natale. Bonjour. J'ai toujours formulé le souhait que tant que je serai lucide et valide, d'être le maire de ma commune. C'est ma seule ambition politique, en réalité. Mais il n'avait pas d'ambition personnelle, au-delà des Abîmes. Il tenait à rester dans son périmètre. Il s'est beaucoup impliqué dans la gestion du conseil départemental. Je veux dire, Dominique Larifla, c'est quand même lui qui l'a accompagné à devenir président socialiste du département, et par la suite après, Félix Poteau également. Donc il n'avait pas d'ambition personnelle, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une ambition très forte pour le pays et de s'impliquer dans le choix des hommes qui pouvaient incarner cette ambition pour le pays. Pour moi, c'est un mythe pour les amis. Et c'est même un peu comme le dieu Janus, le dieu à deux têtes. D'un côté, il voit le passé, la ruralité, la misère, et devant, il voit la urbanité, c'est-à-dire le modernisme, mais tout en restant humain. Parce qu'il y a toujours l'humanisme qui a animé toutes ces actions et toutes ces pensées. Pour moi, c'était la poste tranquille. Et c'est la personne qui a eu une vision pour les Abîmes, qui nous a donné des Abîmes de maintenant. La réussite, à mon avis, elle est dans la vie des Abîmes. Et elle est dans sa capacité à l'avoir transformée, mais à l'avoir anticipée sans avoir pu voir le résultat. C'est lui qui avait négocié avec Despointes à l'époque la libération des terrains et qui avait déjà anticipé le cinéma, le centre commercial et tout ce qu'on voit aujourd'hui à Dotemar comme moyen de dynamiser la ville des Abîmes et d'en faire une vraie ville. En 1995, la ville des Abîmes a combien d'habitants? À peu près le même nombre que la montagne. Aujourd'hui, c'est la ville la plus importante. Al-Chedi dans les Blancs, si les Abîmes ont pris cette importance, c'est par rapport aux Jaltons. Un point, c'est que les faits sont là devant les yeux de tout le monde. Alors, on peut critiquer maintenant, parce que c'est mal fait, qu'il y a un manque d'espace vert, il manque des allées vières, la trame vière n'est pas suffisante, les questions d'énergie, les questions d'écologie, on peut dire tout. Enfin, ce que c'est aujourd'hui, ce sont les Jaltons qui l'ont fait, et personne d'autre. On passe à lui tout le temps, puisque pourquoi il a laissé des traces. Et les traces qu'ils ont laissées, on mange dans ces traces. Et je crois que c'est propice pour nous.
la